bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être là avec un certain deuxième ligne qui s'appelle Théodore de Saint-Rémy. Théo qui a joué à Racing et aussi ACBB où il y a un autre membre de notre Impact Pod, Charlie Bayer, qui peut pas être là avec nous ce soir, qui joue aussi, il joue en ce moment. Et tiens, en fait, il m'a envoyé une petite question pour toi, Théo. Il a dit, n'oublie pas de demander à Théo s'il connaît de 007 combination de ACBB. C'était un vidéo qui était posté par La Cravate récemment. Et on se demandait, est-ce que toi tu connais, est-ce que toi tu étais dans ce vidéo assez connu ou en fait, est-ce que tu peux expliquer tout ça? Oui, salut Thierry, salut tout le monde, très heureux d'être là avec vous. Je pensais pas que tu me prendrais à froid avec un propos sur la 007, effectivement, combinaison mythique du rugby, on va dire, d'avant. Avant, au sens, il y a vraiment très, très longtemps. Donc, il y a une vidéo un peu connue, effectivement, mais j'étais junior à l'époque au club, donc je ne suis pas sur la vidéo. Néanmoins, tu sais, quand il y a un projet de jeu dans un club, en général, toutes les combinaisons sont connues dans toutes les classes d'âge. Enfin, c'était un peu le cas à l'époque. Et est-ce que tu peux expliquer ce fameux vidéo? Ah non, mais la 007, c'était on va dire une arme secrète à ne jamais sortir, qui consistait à finalement, voilà, le ballon partait n'importe où et chacun dans la touche foutait une tarte à son vis-à-vis. Voilà, donc c'était très intelligent, c'était particulièrement exigeant sur le plan technique et en général ça finissait très très mal. Voilà. Donc, je vous invite. Je sais pas s'il faut rigoler, honnêtement. Ouais, non, c'est quand même, le rugby a changé depuis quand même. Un petit peu. Ouais. Allez, toi, tu as passé en fait un peu de temps avec l'idole de notre Charlie, un deuxième ligne exemplaire de notre 15 de France et Stade français. Tu as pu rencontrer Pascal Papé, là, récemment, dans son pays d'origine, en Bourgoin. Oui, j'ai eu le grand bonheur d'aller au stade Pierre Rajon, qui est l'antre du club de rugby de Bourgoin-Jallieu, petite ville iséroise, mais grand nom du rugby. Et on a eu la chance d'avoir quelques mots le matin avec Pascal Papé. Il y avait toute une équipe là de commerciaux, une équipe professionnelle, et c'est toujours très précieux en fait d'entendre les mots de gens qui ont transformé leur propre expérience d'abord en métier de directeur sportif, ce qu'il est aujourd'hui à Bourgoin après être passé par le Stade français, mais aussi de parler de leur carrière internationale, de faire des passerelles très simples entre la vie professionnelle et la vie sportive et l'exigence de ce qu'on doit s'imposer et des questionnements que ça provoque d'être tout simplement dans une spirale de progrès ou d'échec parfois, la remise en question et toujours regarder devant pour être un petit peu meilleur le lendemain. Donc on a eu un très très bon moment avec Pascal Papé. Peut-être qu'un jour il nous fera l'amitié de venir sur ce pod. Oui, j'espère que tu as demandé pour des digits, comme on dit en anglais, le numéro de téléphone pour que je puisse le rappeler, un de ces quatre. Évidemment. Bah, superbe. Bah, tu as parlé des mots, mais là, on a plein de mots aujourd'hui pour tous les matchs de ce Six Nations. Donc, on va peut-être commencer tout de suite. Mais je voulais, pour le coup d'envoi d'aujourd'hui, parler 2 minutes de le Super Bowl qui a été ce dimanche. Dimanche, on va dire lundi matin plutôt, en France. Ça a commencé à 1h du mat en France. Donc, moi, j'ai plus d'âge pour rester debout jusqu'à ce moment-là pour regarder 4 heures de foot américain. C'est surtout que c'est un peu long, quoi. Ah oui, grave. Mais bon, où quand même, il y avait des Chiefs qui ont gagné contre les 49ers dans le overtime à 25-22. Les Chiefs qui ont c'était quand même un match très serré, très défensif aussi, mais les fans des Chiefs sont contents, les fans de Taylor Swift sont contents, les fans de Usher qui a fait le bon show pour le mi-temps, ils sont contents. Tout le monde est content, sauf les fans des 49ers. Oui, moi je trouve ça un peu cruel pour les 49ers parce que les Chiefs, c'est la 3e fois en 5 ans qu'ils gagnent. Donc c'est vrai que en plus ils avaient déjà battu les 49ers en finale il y a 2 ans. Donc je trouve ça cruel pour l'équipe des 49ers. Mais bon, c'était un match très serré. C'est peut-être encore plus cruel quand c'est très serré. On en sait quelque chose avec nos échecs récents en Coupe du Monde. Mais ce que je retiens quand même, Thierry, c'est que toi t'avais dit quand même les Chiefs avec Patrick Mahomes me semble un petit peu au-dessus. Donc je crois que tu avais raison sur ce pronostic. Ouais. En fait, c'est assez fou parce que quand même, Patrick Mahomes, c'est quand même le Antoine Dupont de NFL. Hein. Ouais. Tiens, peut-être pas tu peux me le faire. Il y a 3 personnes qui ont à la fois 3 Super Bowl victories, donc des victoires en Super Bowl, et 2 MVP. Est-ce que tu les connais, à ton avis? Je pense qu'il doit y avoir Joe Montana, parce qu'il en avait empilé quand même pas mal. Ouais.
Et alors peut-être plus récent, celui qui a joué jusqu'à 40 ans, là, comment s'appelle-t-il? Son nom m'échappe, mais tu vas m'aider. Tu vois Tom de qui je Brady. parle. Tom Brady, voilà. Je pense que c'est ces deux-là, parce que ils allient à la fois la longévité et le grand nombre de titres, donc ça me paraît possible. Ouais, ben bravo, je suis fier de toi. Et donc, en parlant de bravo, petit bravo à ma fille, Juliette, parce que nous, dans notre famille, je ne sais pas sûr si tu sais, mon cher Théo, mais tous les semaines, en fait, on fait un petit truc, on devine qui va gagner les différents matchs, parce qu'au début, c'était pour apprendre à mes enfants des géographies des States, tu vois, et après, c'était drôle, qui va gagner des Vikings et des Dolphins. Et voilà, cette année, c'est Juliette qui a remporté avec cette victoire des Chiefs. Donc, bravo Juliette, sur les traces de son père. Petite dernière chose sur le foot américain, ce qui est marrant, c'est que quand même le mec en face, Brock Purdy, on parle pas beaucoup de lui, mais quand même c'est super intéressant parce que c'était un Mr. Irrelevant. Est-ce que tu sais de quoi s'agit-il? Mr. Relevant, non. Yeah. En fait, Mr. Irrelevant, c'est toujours le nom donné à la mec qui est le dernier mec drafté. Et en fait, en 2002, Brock Purdy était le dernier mec qui était drafté en 2022. Je trouve ça assez incroyable que 2 ans plus tard, il a bien joué d'ailleurs, dans ce Super Bowl. C'est quand même pas mal pour sa carrière par la suite. Sauf si il y a beaucoup d'années avec Patrick Mahomes devant. Mais tu sais, le dernier drafté, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui a eu l'intelligence d'amener son niveau de jeu pile au bon endroit, parce que finalement, ce qui compte, c'est d'être drafté, c'est pas d'être drafté en numéro 1, 4 ou 8, c'est d'être drafté. Donc, c'est lui qui avait raison. Dans un sens. Allez, pour finir sur ce petit point NFL, vous pouvez aller sur YouTube et suivre NFL UK parce qu'ils ont une série qui s'appelle The Pathway qui en fait suit toutes les personnes qui vont d'autres pays qui ne sont pas les États-Unis vers le NFL. Et donc, bien sûr, il y a pas mal de Louis Zamet. Et tiens, on avait raison, il va être wide receiver. En même temps, ça m'aurait étonné qu'il soit quarterback dès la première année. Avant d'aller tout de suite pour le match de nos Bleus, je voulais citer un source de la semaine dernière par rapport à des stats des âges des joueurs. C'était Squid Rugby sur Twitter et sur YouTube. C'est vraiment un mec super qui fait des super vidéos. Et pendant que vous êtes sur Twitter, je vous invite de suivre bien sûr les amis de Boucherie Ovalie, comme Gauthier Baudin, qui est un journaliste qui met des stats et des news intéressantes très souvent sur Twitter, ou X pardon maintenant. Et aussi sur YouTube, il y a bien sûr Destin mêlé par le 15 de France. Allez, on y va tout de suite pour les matchs de 6 nations de cette semaine. Allez, on est à Murrayfield pour le joli Flower of Scotland. On est très poli avec la Princess Anne, même si son mari a mis un van à Uni Antonio, j'ai l'impression. Pas mal de têtes que je connais pas sur l'équipe des Écossais. Il y a un jeune Rowe en 14 qui n'était pas là la semaine dernière. Stein a eu un bébé, donc il y a le jeune Patterson qui va le remplacer. C'est le socle de la vie sur le terrain de rugby. En espérant une renaissance pour notre équipe. Les Bleus sont en blanc avec 2 nouveaux, donc c'est Woki et Louis Bielbarré. Le match démarre et à 4 minutes, on n'est pas très resserré pour le moment. Heureusement, il y a un Marseillaise à Murrayfield. Merci les supporters des Bleus et surtout les supporters de mon village, le groupe de chez Pépé et la Refuge. Il y avait un chandelle loupé par Jolly Beard et paf, ballon vite écarté par les Gallois. Essay Ben White, 7-0 pour eux. Vamonos avec Ramos, on est dans leur 22, mais sans le panache qu'il faut pour marquer 7 points, on a quand même 3. Grosse opportunité pour nous, mais Ficou ne passe pas. Peut-être c'est parce qu'il était plaqué haut quand même. Louis Bébé n'a pas resserré et Van der Mel nous chope le ballon. C'est frustrant. On perd le touche et les ballons hauts. On donne un pénalité encore et encore. Jalibert avec un joli coup de pied, le chip and chase, mais le rugby qui suit ne démontre pas beaucoup de confiance. J'ai l'impression que les Écossais sont plus costauds dans les impacts. Encore un balle de touche perdu pour nous. On est 13-3. Finalement, on gratte le ballon et on avance difficilement. C'est Ficou qui va marquer cet essai très important. Merci Ramos pour la transformation dans le coin. 13-10 finalement. Jalibert qui perd encore un ballon haut. Il est visé en défense et loupe un plaquage contre leur 4. Il nous défie à notre 5 mètres avec un ballon en main. Carton logique contre Antonio car il y a un peu trop d'épaules et pas assez des bras. Encore un faute de Luku cette fois. Mais on gagne la mêlée et on échappe la pression. 13-10 pour la première mi-temps. Que c'est dur. Oui, c'est une première mi-temps qui, à la fois, par rapport au talent de l'équipe d'Écossaise et de ce qu'ils avaient montré en première mi-temps la semaine d'avant, nous rassure un peu parce qu'on colle au score. Mais sur le contenu, c'est une mi-temps qui est quand même particulièrement inquiétante.
Heureusement que Fickou parvient à mettre les cannes et qu'ils n'ont pas lâché l'affaire pour recoller peu de temps avant la mi-temps, mais quand même que de déchets et que d'incertitudes et d'imperfections dans ce jeu. On sent encore sur cette mi-temps-là que c'est une équipe qui est en convalescence, c'est une équipe malade qui sait pas trop où elle va. Ça tient à très peu de choses que Fickou, qui a quand même fait un gros match, et d'ailleurs il a été élu man of the match, mais il avait été critiqué sur la semaine d'avant. Ça tient à très peu de choses, qui donne aussi un ballon d'essai avec une magnifique percée en première main aussi. Malheureusement, beaucoup plus de déchets que de certitudes sur cette mi-temps, et on va le voir. La suite va pas nous apporter des convictions et nous rassurer de manière très très certaine. Une chose c'est sûr, ce qui nous manque en fait, c'est que l'année dernière on a marqué vite et souvent dans les premières mi-temps. Et absolument. Là, on prenait le score. Voilà, et moi en moyenne on a un essai par mi-temps, donc c'est pas, on a besoin de faire ça, des améliorations là-dessus. Allez, deuxième mi-temps, l'arbitre ne voit toujours pas des choses pour nous pour l'instant d'ailleurs. Il laisse les Écossais traîner, je trouve, autour des rucks. On perd encore le touche. Penaud joue un peu au foot. Heureusement, Ramos est là sur plusieurs reprises. On gagne un touche finalement. Et coaching un peu plus tôt que normal de Fabien Galtier. On dit bonjour à Romain et Tuilagi en deuxième ligne. Antonio revient de son carton jaune. Penaud nous sauve un essai. Adri donne tout son corps pour gratter un ballon et il sort en civière. C'est pas drôle. Il sort quand même avec 14 plaquages en 50 minutes. Voilà, le Garec est marchand et tout de suite, on est chez eux avec un vengeance. Mais en avant de Danty, mauvaise passe de Le Garec. Et puis, Damien Penaud, à son tour, perd le ballon. Maintenant, c'est 16-10. Finalement, Tuilagi pèse son poids en attaque et en défense. Mais on stagne. On mit tellement pas de pression sur Finn Russell qui tente un drop de 50 mètres. Car, why not? Il y a du ping-pong rugby, mais Finn Russell reste maître de jeu pour l'instant. Il prend son temps. Encore du ping-pong, mais à quel objectif pour moi? Parce qu'on perd du temps et on perd dans nos scores. Crow avance, quel match par lui, et Louis Bielbarré avec un coup de génie. Super essai individuel. Ramos va assurer la transformation au pied. Le French Flair est revenu et on passe devant, 17-16. Encore des problèmes en touche, mais pénalité contre les Chardons. Encore gros merci aux supporters français qui sont là. Vous êtes très très beaux. Finalement, on va avoir le joli touche, un cocotte, Tuilagi qui éjecte des Chardons comme des mauvaises herbes et on prend les 3 points. 20-16. Encore merci Ramos. Il faut un essai maintenant pour l'Écosse et c'est le jeune Rowe qui mystifie tous les bleus en blanc. Jalibert avec le plaquage qui sauve la journée. On a 100 secondes pour gagner le match, ça va être facile, mais Finn Russell réussit à choper le ballon et en 2 temps, les Écossais sont dans notre but. Mais la question de la journée, c'est est-ce que le ballon est aplati? L'arbitre dit non, il faut des évidences claires pour changer l'avis. Et Fabien Galtier sourit, mais c'est pas moi, je me sens pas bien pendant les 5 minutes qu'il faut prendre la décision que oui, finalement, la France gagne par un cheveu ou un lacet de chaussures, 20-16. Ouais, tu le dis très bien, c'est un résultat qui tient à un souffle, parce que la réalité, c'est qu'avec une image un peu différente, peut-être qu'ils auraient pu accorder l'essai. Un petit point très rapide sur la règle. Effectivement, la décision de l'arbitre sur la pelouse, c'est pas essai. Donc, il a sa on-field decision et il sollicite l'arbitrage vidéo en disant « Voilà ma décision. Est-ce que tu as une image qui prouve absolument, de façon certaine, le contraire ?» Et c'est comme ça qu'on applique cette règle. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la décision était juste. Ça tombe bien pour nous cette fois, et parfois ça tombe pas bien. Mais on peut comprendre que les Écossais aient vraiment les boules. Parce que je pense quand même qu'au fond, ce ballon était aplati dans l'en-but. Maintenant, du point de vue de l'application de cette règle, effectivement, la décision, à mon avis, a été la bonne décision. Tant mieux pour les Français. Maintenant, sur cette mi-temps, il y a effectivement... moi, je note trois actions clés parce que il y a beaucoup à dire. L'essai de Bielbarré, il est effectivement celui d'un garçon qui a de l'or dans les mains, dans les pieds et une pointe de vitesse de folie, parce qu'effectivement, il fait ce petit coup de pied remarquable. Mais avant, ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce qu'on appelle une 89 d'école. Et c'est pourtant François Cros qui joue plutôt 3e ligne, qui part en numéro 8 complètement à l'ancienne. Je sais pas où était la défense 3e ligne écossaise, parce que normalement, il n'aurait pas dû avancer comme ça. Derrière, le Garec éjecte très vite et il a l'intelligence de faire une passe sautée, donc d'aller chercher dans la largeur. Et là, Bielbarré, c'est pour ça qu'il est là. C'est-à-dire à la fois de l'adresse et une pointe de vitesse dévastatrice. Donc cet essai, il est superbe et il est très bienvenu et il est pleinement mérité.
Ensuite, je note, on a eu à la 74e, je crois, une seule action avec une conquête propre, un maul derrière. Effectivement, tu l'as dit, qui arrive comme un déménageur dans les espaces. Eh ben, on prend 3 points. Donc, quand tu as une conquête propre, que tu domines tes impacts et que tu joues en avançant, tu gagnes en fait à ce jeu. C'est ça qui est quand même désespérant, c'est qu'on l'a eu beaucoup trop peu dans ce match. Mais quand on le fait, ça marche. Et puis enfin, un gros coup de chapeau à Jalibert qui a fait un match assez quelconque parce qu'il a alterné le bon et le mauvais. Mais quel retour sur le plaquage pour venir sauver la patrie parce que ils allaient marquer, les Écossais. Et franchement, ils avaient avancé de 30 mètres. Il a pas lâché, il avait 75 minutes dans les pattes ou un truc comme ça. Et il revient, il le fait tomber. Rien que pour ça, je lui tire mon chapeau et c'est absolument remarquable. Donc, ces 3 actions-là, elles racontent un match qui finalement, un peu comme une pièce de monnaie, tombe du bon côté pour nous, mais avec quand même des choses bien faites et puis des choses désespérantes. Les 5 minutes de ping-pong rugby à la 60e, de la 60 à la 65e, c'est ridicule. Enfin, même pour les gens qui veulent vendre ce spectacle, c'est pas possible de montrer des trucs aussi tristes et aussi nuls. Et de ce point de vue-là, les Écossais qui se sont laissés endormir par ce non-jeu des Français qui jouaient finalement à l'extérieur et plutôt sans la pression, se sont fait balader. Ils auraient dû garder la main sur le ballon, avancer, nous provoquer, et je pense qu'ils auraient plutôt gagné ce match parce qu'ils étaient un peu plus dans le coup que nous. Parce que combien d'erreurs sur des ballons, des touches cafouillé, mal renvoyé, mal négocié, des en avant, Penaud qui fait un arrachage qui fait en avant derrière. Franchement, c'est quand même un festival de déchets techniques qui est un petit peu désespérant. Maintenant, si on met tout ça de côté, ils ont fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire stopper l'hémorragie, repasser en mode victoire, qu'elle soit belle ou pas belle, à la limite, peu importe. Ce qui est beau, c'est d'avoir été chercher ce résultat. Et ce qu'on peut dire, c'est que sur ce match, malgré tout, même s'ils ont fait beaucoup de conneries, ils se sont pas échappés. Il y a eu 2-3 phases défensives quand même très costauds en collectif. Ils se sont rebellés. Ils ont réussi à passer au score en fin de match alors que ils reviennent de loin, cette équipe. Donc, espérons que le déclic puisse avoir eu lieu hier, que finalement, c'est là qu'ils ont définitivement, soldé l'énorme déception de la Coupe du Monde parce que ça y est, ils ont remis la marche avant, K1, KA, mais quand même, ils ont remis la marche avant. Moi, c'est ça que je veux garder à l'esprit. Ouais, très bien, tu positives, c'est très bien, mon Théo. Et il y a aussi l'idée que, finalement, oui, on a, comme tu dis, la chance est avec nous pour ce match-là, et je peux comprendre les Écossais qui étaient des fans qui étaient pas super contents en sortant du match. Tiens, je voulais dire quelques stats de plus. 1500 mètres parcourus par le ballon, par les coups de pied d'Écosse, 1300 pour la France, incroyable. Crow, 18 plaquages. Andrit, 14, un coup en 50 minutes. Je pense qu'il avait 10 quand même, Jalibert. Un peu visé, je trouvais, par l'attaque d'Écosse, mais comme tu dis, il a donné. 90% des plaquages réussis pour la France, quand même pas mal. 85... Oui, c'est quand même une très belle performance défensive. Et il faut saluer, avant la sortie, heureusement sans gravité, de Greg Aldrit, effectivement, son match qui a été quand même très costaud. Et au moment où il sort, il fait un grattage qui est déterminant et qui fait aussi beaucoup de bien. Et c'est ça qu'on attend d'un leader et d'un patron qu'il a été jusqu'au moment de sortir. C'est venir dire, les gars, attendez, je suis là aussi en tant qu'individu et pas seulement que dans le collectif. Il a été très costaud. Voilà, il a une blessure. C'est une plaie. J'espère que ça va pas l'handicaper trop longtemps. Mais en tout cas, sur ce genre de blessure avec le gars qui sort sur la civière, la jambe dans le truc, en général, on se dit, c'est bon, il s'est fait les croisés, on en a pour 6 mois. Ça a l'air d'être beaucoup moins grave que ça, tant mieux pour lui, tant mieux pour nous, accessoirement. Ouais, d'ailleurs, on pense bien à Jelance qui se fait opérer là récemment. Ouais, lui, c'est la loi des séries, le pauvre. Ouais. Ouais. Tiens, en fait, c'est marrant parce qu'on a perdu que 2 touches et on avait gagné 2 aussi. Donc, mais on avait l'impression d'être jamais en maîtrise de la touche. Exactement. Même celles qu'on a gagnées, il y avait toujours un petit truc qui faisait qu'on les exploitait très mal, sauf celle de la 74e qui s'est super bien déroulée. Moi, je veux aussi sur ce match-là, quand même, à nouveau saluer l'entrée de Nolan Le Garec. J'ai pas bien vu le dernier ballon qu'il perd. Je trouve ils nous l'ont pas remontré, en fait, à la télé. Le tout dernier ballon qui amène l'essai il a finalement refusé. Ouais, j'avais pas compris. J'ai pas compris comment il l'a perdu, mais jusque-là, il avait fait quand même une très belle rentrée. Et je suis désolé pour Maxime Lucuc, et il faut jamais accabler les bons hommes. Mais pour moi, là, franchement, Le Garec est meilleur que lui. Ça paraît évident sur les 2 rentrées.
Dernière chose par rapport à des stats, d'ailleurs, je remercie Gauthier Baudin sur Twitter pour des stats, mais 100% au niveau de mêlée pour nous. Je trouvais ça génial. Et faute de main pour les Écosse, 18 contre 13 pour nous. Et en fait, j'avais pas l'impression qu'ils en ont perdu tellement, mais 18 ballons faute de main pour les Écossais, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est énorme. Je pense d'ailleurs que dans les commentaires d'après-match, même de Finn Russell, ils peuvent évidemment avoir vraiment les boules sur la décision finale, mais voilà, ils disent des choses très justes. La même chose que ce qu'on a dit nous quand on perd contre l'Afrique du Sud. On doit jamais se donner la possibilité de perdre d'un point ou d'un essai, surtout quand on est plutôt dominant. Ils auraient dû prendre le large, ils auraient dû jouer plus, et s'ils avaient joué plus, ils auraient pu, je pense, nous battre. Maintenant, ils ont refusé le jeu, ils se sont mis à la portée d'un retour, ou d'un essai refusé, ou d'un coup du sort, ce qui est un petit peu ce qui leur est arrivé. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut qu'ils intègrent, c'est-à-dire qu'il suffit pas d'être fantasque, bon pour gagner. Il faut être comme les Irlandais, il faut être un rouleau compresseur, il faut être bon tout le temps, et il faut rien laisser au hasard en fait. Et là, ils ont malheureusement laissé cette partie au hasard, et ça a tourné contre eux pour nous. Ouais, j'aime bien ce mec quand même, Finn Russell. Il joue toujours avec Mais il est génial. Il est génial, il est fantasque, il est joyeux. On voit, et ça fait tellement de bien, qu'il continue de considérer que le rugby est un jeu. Et ça, c'est quand même très rafraîchissant. Quand on voit parfois les robots qu'on a maintenant dans notre sport, où il y a rien de, on laisse rien passer, etc. Franchement, Finn Russell, c'est un régal. D'ailleurs, il a même un physique un peu différent. Il n'est pas aussi costaud que les autres. On se demande comment il arrive à jouer au pays des mammouths sans jamais être blessé. Et il a de l'esprit, c'est évident. C'est un garçon fantasque, brillant, et ça se ressent dans son jeu, mais aussi sur son visage. Bah, quand même, c'était nos visages qui étaient plutôt réunions à la fin de ce match, avec le petit victoire. Donc, je suis content. Et je pense que peut-être, au niveau des presses et tout ça, on peut arrêter de câbler sur Galtier et tout ça. Peut-être on passe à autre chose parce que je trouve que c'est quand même assez négatif en ce moment. Donc, oui, mais Galtier donne complètement le bâton pour se faire battre. Je suis désolé. Galtier, on l'a beaucoup dit, c'est un grand technicien, c'est certain. Bon, là, il a un trou d'air. Ils s'en sont sortis là et on peut pas lui enlever ce mérite-là. C'est lui l'entraîneur, donc c'est aussi sa victoire. Par contre, il fait tout pour qu'on le déteste, en fait. Il est désagréable, il a le visage totalement fermé, on a l'impression qu'il est hautain. Je sais pas s'il l'est, mais c'est l'impression qu'il renvoie. Et quand on est un personnage médiatique, il faut faire très attention à l'impression qu'on renvoie. Donc, moi, je suis embêté parce que je trouve que il sort du rôle d'un personnage, alors sympathique, il l'a jamais été, mais au moins attirant par son talent et par ses résultats. Là, il est plus attirant du tout, et je pense que ça va être compliqué pour lui s'il enchaîne pas des bons résultats, parce que on peut pas être comme ça aussi fermé dans la communication, et je trouve qu'en ce moment il a besoin de média training, ce garçon, ça me paraît évident. C'est dingue parce que j'ai pas du tout en même temps, c'est pas ma langue maternelle, tu vois, et donc pour moi il est assez poétique, il parle pas mal, tu vois, mais c'est assez drôle parce que j'ai pas la même vision que toi, donc je suis assez fan de ce garçon. Il faut dire que quand même il manque Ibanez aussi, et j'ai pas encore lu un article là-dessus, mais j'aimerais bien savoir s'il va bien et quelle est la dynamique en ce moment à ce niveau-là. De toute façon, il s'est passé un truc, je sais pas si on le saura, mais pour qui le ressort s'est cassé entre eux, c'est manifeste. Sinon, Ibanez serait encore là. Donc, ouais. Peut-être aussi qu'ils avaient un deal qui est, si on est champion du monde, on continue. Si on ne l'est pas, faudra tester autre chose. Je dis pas du tout qu'ils se sont engueulés, moi. Mais il y a un truc qui marchait avant, qui marchait plus, ou dont ils ont décidé que les conditions n'étaient pas réunies pour continuer. Et je pense que c'est très dommage, parce qu'effectivement, Ibanez, certainement en coulisses, apaisait énormément de choses. Allez, de toute façon, ils ont gagné, c'est ça le plus important. Maintenant, on va jouer l'Italie. On a un très très beau rendez-vous le 16 mars contre l'Angleterre au Stade de France. Enfin non, ce sera, je sais plus où en France, parce que le stade, c'est pas le Stade de France cette année, mais en tout cas sur le territoire français. Donc, on peut encore faire un coup sur ce tournoi, sait-on jamais. Allez, ensuite, on va passer par un match aussi captivant, mais qui fait moins de ulcères au stomac quand même. C'est Pays de Galles contre l'Angleterre, qui est à Twickenham. Angleterre avec un certain Dingwall qui joue arrière, qui avait vraiment un nom top, je trouve. Mais leur banc est pas mal. Encore de la jeunesse chez les Rouges. Coucou à Harley Davidson, l'arbitre femme dans les 6 nations, qui est assistant d'arbitre. Et franchement, ici, des mecs sur les différents réseaux sociaux qui dit des horreurs là-dessus. Je trouve ça dingue quand même. Il faut grandir quand même. Il ne faut pas avoir peur d'une femme qui est arbitre dans la destination. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Moi, j'attends surtout qu'il y ait une femme arbitre de chant, et j'espère que ça viendra.
parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle sache pas mieux arbitrer. Voilà, elle a eu un bon arbitrage de touche d'ailleurs, et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un arbitre de chant féminin un de ces jours. Et ce serait vraiment génial. En gros, il faut jamais lire des commentaires sur Internet, c'est assez horrible. Non. Allez, dans ce match Angleterre-Pays de Galles, c'est Stewart qui démarre fort, mais les Rouges sont là en défense. Les Anglais sont quand même omniprésents, avec des jolis retours. Les Gallois sont sur le recouloir. D'ailleurs, est là pour la relance. Et puis, carton jaune pour le deuxième ligne anglais, Chessum. Donc, à 12 minutes, les Rouges sont finalement chez les Blancs. Pénal touche et essai de pénalité pour les Rouges. 7-0. Donc, ça veut dire 13-15, car il y a un carton jaune de plus pour l'Angleterre. Après, c'est Itoje who saves the day avec un joli plaquage offensif et Ben Earls avec un travail de démanager car il déplace 5 mecs face à lui pour marquer son essai. Ford bug sur la transformation, c'est 7-5. Le petit 15 rouge assure dans les airs. Les rouges profitent des fautes des Anglais. 6 fautes en 20 minutes d'un coup. Freddie Stewart qui saute très très haut. Wainwright, il est partout, surtout pour nettoyer des rocs. Il est si présent que je me demande s'il a un frère jumeau. D'ailleurs, et là aussi, il est proche à faire la différence. Joli jeu des avants pendant longtemps sur le 22 des Anglais. Agréable tous ces plaquages propres comme ça. Mais la défense anglaise résiste et prouve qu'il existe face à Pays de Galles. George North fait du mal, Sam Underhill casse des côtes et finalement un break pour les Rouges. Reinfeldt de 7 qui ouvre pour le 9 et c'est le 6 qui marque 5 points, 14-5 pour le mi-temps. Ouais, une mi-temps très disputée avec surtout des Anglais qui ont complètement loupé le coche au début puisqu'ils dominaient outrageusement, ils marquent aucun point et ils se retrouvent même menés à 0-7 et puis 15 contre 14 et 15 contre 13 après la grosse faute du flanqueur d'origine néo-zélandaise Ethan Roots où l'arbitre donnait cette pénalité et carton jaune, ce qui est quand même très dur psychologiquement. Mais néanmoins, les Anglais se sont pas laissés abattre, alors que ils avaient effectivement très mal démarré. Earl, l'essai qu'il met lunaire. Il passe au milieu de 5 défenseurs. C'est absolument dément. Et puis, tu as noté très, très belle défense offensive quand même à plusieurs reprises, notamment d'Itoje qui reste un poison dans ce domaine. Donc, une mi-temps disputée, mais quand même costaud. Allez, on continue. C'est Daly qui a presque marqué son essai, mais joli plaquage dans le coin. Les Anglais vont ajouter 3 points. Quand même, à quelques minutes plus tard. À 55 minutes, jolie attaque des Rouges, c'est le 15 qui perce et qui sert Josh Adams, mais il n'y a pas assez d'espace vert pour marquer l'essai. Un peu d'indiscipline dans les mêlées par les Rouges, et ça offre des opportunités aux Anglais. Dingwall marque avec son nom nul. 14-13, toujours pour les Rouges, et c'est l'arrivée d'un deuxième ligne Dre 2, on aime bien ça ici à Pack de Pod, Cunningham South pour l'Angleterre. Du très beau rugby, je trouve, pour les deux côtés, mais vraiment impressionnant par la protection des balles, par les Rouges. Joli 50-22 par Ford, et en avant volontaire par les Rouges, carton jaune et 3 points pour Angleterre. Il reste 8 minutes. Et finalement, c'est Angleterre qui va gagner ce match, 16-14. Oui, alors, ce qui est important, c'est que les Gallois, en première mi-temps, c'est assez rare dans ce sport, avaient fait 0 faute. Ils avaient eu aucune pénalité en première mi-temps, ce qui est quand même très rare et tout à fait exceptionnel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils tournent devant. En deuxième mi-temps, la fatigue aidant, sûrement le talent des Anglais aussi qui les a fait déjouer, ils ont fait beaucoup plus de fautes, ils ont été pénalisés en mêlée, ils ont cette en avant volontaire qui leur coûte cher à la fin. Du coup, ils ont laissé les Anglais revenir dans le match et les Anglais ont fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire des grands coups d'épaule, une perfection sur les ballons hauts de l'arrière qui a été vraiment remarquable. Il y a même une image qui a été détournée, qui a fait le tour des réseaux sociaux. On a l'impression qu'il monte à 8 mètres de haut, donc c'est évidemment un montage. On peut pas sauter aussi fort. Je crois que le record de détente verticale d'un humain, c'est 1m20, un truc comme ça, ce qui est quand même déjà énorme. Et là, il a les pieds à 2m15. Enfin, ça va pas du tout, quoi. Donc, magnifique. C'est évidemment une blague. Mais franchement, le boulot de Stewart en tant qu'arrière sur ce match pour aller sécuriser son équipe en étant performant sur les ballons hauts, ça devrait faire réfléchir les Français. Parce que nous, depuis Brise-du-Lin, on n'a pas eu d'assurance tout risque comme ça sur les ballons hauts. Et je pense que c'est tellement un enjeu dans le rugby moderne qu'il faut absolument progresser de notre côté sur ce sujet-là. En tout cas, eux, ils l'ont été. Ils ont pourtant fait quelques conneries, les Anglais, parce que à un moment, il y a eu un coup de pompe complètement YOLO dans le ballon qui se retrouve dans les mains de Josh Adams, qui fait un boulot d'enfer derrière, c'est l'essai de Mann, l'essai des Rouges. Il part sur un truc quand même
assez incertain et improbable des Anglais qui ne leur ressemblent pas. Donc, ils ont fait des erreurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils gagnent de très peu. Mais c'était un match franchement très plaisant. C'est pas passé loin. Les Gallois qui ont vraiment perdu de peu la semaine dernière, là, perdent de peu encore. Josh Adams, en fin de match aussi, il a une occasion, il déboule sur l'aile comme un as. S'il rentre intérieur au lieu d'aller vers la touche, je pense qu'il peut peut-être trouver du soutien et que ça aille à Dame. Ça a tenu à rien, c'était un super match. Et bon, bah voilà, les Anglais ont gagné. On était évidemment un peu pour les Gallois, mais on a vu un beau match de rugby. Ouais, c'est marrant parce que pour moi c'était vraiment plaisant parce que par rapport à le stress du match de la France, tu vois, comme c'était, et là j'étais voilà, j'ai fondé dans mon c'est canapé. Vrai qu'il y a moins d'enjeux pour nous. Ah oui, grave. Et en fait, oui, par rapport à Freddie Stewart, c'est complètement l'opposé de Brice Dulin. Il mesure 1m80. Ah bah il fait 1m95 ou un truc comme ça, ouais, c'est un monstre. Ouais. C'est un monstre. Mais sur les résultats, par contre, sur les ballons hauts, quelle sécurité. Alors, autre chose aussi, j'ai oublié, ils ont perdu Rhys Zamit, mais Rio d'ailleurs, à l'aile, ça fait pas rigoler sur le plan des cannes. Il est super bon, hein. Il fait un très bon match, il est pas hyper costaud, moins costaud que Rhys Zamit, mais donc sacrément véloce, hein. Exactement. Allez, on dessert dimanche, on a eu Irlande contre Italie. Bah, les pauvres, hein, parce que moi, j'aimerais pas jouer à Dublin en ce moment. Italie, ça démarre avec un petit chanteur de Ireland's Call. C'est très beau, ces chansons, en fait. À la maison, dès que je dis Ireland, tout le monde commence à dire Ireland, c'est assez mignon. Première opportunité pour Italie, mais le vent est un peu fort à Dublin. Les premiers points, alors, c'est pour Irlande. Le remplaçant de Sexton, c'est Crowley qui va la marquer. Bon match par lui, même s'il a raté le pénalité. Transformation, pardon. L'homme de match la semaine dernière, le deuxième ligne, MacArthur, il dit un petit bonjour à Garbercy. Capuzzo est de retour et les Italiens sont à l'attaque. Mais c'est le talonneur Sheehan qui va marquer pour Irlande. Jolie course par Keenan. Donc c'était 12-0. Très bonne défense par les Verts, pas mal de fautes de main par la Squadra. Aujourd'hui, ils sont souvent sous pression, bien sûr. Penalty touche est molle pour les Verts. Jack Conan, le Destroyer, va marquer 19-0 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps, encore un peu la même, la dominance irlandaise. Deuxième essai pour Sheehan et presque un troisième pour lui. Vraiment le talonneur de ces 6 nations, il n'y a pas de question. Henshaw n'a pas de chance, son essai est refusé. Carton jaune contre Menoncello qui va pas aider les Italiens du tout. Le match finit 36-0 pour Italie, donc c'est dur pour eux, et bravo à James Lowe, l'homme de match. Que dire, tu te souviens, la semaine dernière, hein, Thierry, je t'avais dit, les pauvres Italiens, ça va être très dur, je sais pas si vous avez envie d'y aller, mais moi, si j'étais à leur place, j'aurais pas envie d'y aller. Bah, on s'était pas trompé, hein. Donc, cette équipe d'Irlande est remarquable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas un grain de sable, ils sont forts partout. Je trouve que Crowley a fait complètement le job. Il a fait rapidement oublier Sexton, mais en fait, c'est un tel collectif, cette équipe, que je pense que même toi ou moi, on pourrait aller jouer 10 et ça roulerait. Non, j'exagère un peu, mais pas loin, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'avoir un grand numéro 10 quand t'as un collectif aussi huilé. Ils sont extraordinaires. N'oublions pas que c'est 80% de cette équipe joue ensemble au Leinster, donc c'est des mecs qui jouent ensemble toute l'année, en fait. Toute l'année. Ils ne font que jouer au rugby ensemble. Ils sont pas un coup en club, un coup en province, un coup je sais pas où, non. Du matin au soir et du 1er janvier au 31 décembre, 80% de cette équipe mange, dort, respire rugby ensemble. Ça compte, c'est évident. C'est un rouleau compresseur. Ils n'ont pas de points faibles. Ils ont sorti des grands joueurs. McCarthy fait encore une très grosse partie. Il a 22 ans, deuxième ligne. Franchement, on n'en avait pas entendu l'année dernière. Et le mec, il arrive, il va peut-être être joueur du tournoi. C'est très, très impressionnant. Je vois pas comment cette équipe pourrait ne pas faire le grand chelem. Je serais extrêmement surpris, qui remporte pas le tournoi, et 2, qui soit battu. Je trouve qu'ils sont un cran au-dessus des autres équipes sur ce qu'on voit. Maintenant, le rugby est un sport plein d'incertitudes. On le sait, le ballon est ovale. Il a parfois des rebonds capricieux et des règles nombreuses et elles aussi un petit peu farfelues parfois. Donc, on sait jamais. Mais sur ce qui démontre, c'est le char d'assaut irlandais, hein. Voilà. Le seul dommage, je trouve, pour cette équipe, qu'ils n'ont pas beaucoup de coupes de cheveux différentes, parce qu'ils ont tous la même coupe. En fait, donc c'est un peu difficile de distinguer qui. T'es pas sympa. James Lowe, il a une coupe un peu. Oui, sauf lui. Ouais. Sauf lui, mais franchement, il faut je dis pas d'aller jusqu'au moulet quand même, mais tu vois, il y a un truc, il faut un peu différencier quand même. L'Irlandais est conservateur par nature, Thierry. Tu sais, une fois que je suis allé en Irlande, je suis allé couper mes cheveux. Et c'était assez drôle, en fait, parce qu'ils avaient tous ce truc high and tight, comme on dit en anglais, bon bref.
Allez, si on tourne rapidement sur les autres 6 nations, donc on avait l'Espagne qui a battu l'Allemagne 27-5, Portugal qui était quand même fâché 54-7 contre Pologne. La Belgique n'a pas pu continuer les victoires, ils ont perdu 33-18 contre Roumanie et Géorgie confortable 31-10 contre les Néderlandes. Bon, nous, on embrasse les Portugais. On a adoré cette équipe. En plus, on a des auditeurs au Portugal. On peut être content pour eux. Si on pense un peu au standing de nos 6 nations, on a Irlande et Angleterre qui ont gagné leurs 2 matchs, Écosse et France qui ont gagné 1 et perdu 1. Nous, on est actuellement 4e au niveau des points avec 4 points. Et après, il y a Pays de Galles avec 3 points et Italie qui a 1 point. Oui, ça risque effectivement de se jouer entre l'Irlande et l'Angleterre. Bon, ça, c'est pas une grande surprise. Maintenant, c'est le match, la confrontation entre ces deux équipes-là qui sera un peu la finale. Autrement vont les choses. Et franchement, ce sera un match à pas rater. Mais nous, on sera devant, Thierry, parce que de toute façon, on rate rien. Effectivement. Et en fait, semaine prochaine, c'est normalement une semaine sans match, mais ça va dire... Mais ça ne va pas dire qu'il y a une semaine sans Pack de Potes, parce que nous allons avoir un interview avec le directeur général de Proval. Donc, c'est le syndicat des joueurs de rugby. C'est super intéressant. Il ne faut surtout pas arrêter ça. Donc, merci de subscriber. Comment dire ça en français, je ne sais pas. De vous abonner. Voilà, merci. Sur tous les réseaux que vous pouvez, sur votre plateforme de podcast pour ne pas louper. Allez, si on part dans 2 semaines, les matchs qu'on va avoir. Irlande, Pays de Galles. Irlande. Je pense que c'est Irlande quand même. Oui, en tout cas, ils partent très favoris. Écosse, Angleterre en Écosse. Ça peut être pas mal, celle-là, quand même aussi. Ça va être un gros match parce que les Écossais ont montré de très belles choses et en même temps, ils ont vraiment à se faire pardonner pour cette défaite contre les Français. Donc oui, le match du week-end, certainement, ce sera celui-là. Et en plus, ils ont gagné la dernière fois contre l'Angleterre. Absolument. Donc, chez eux. Donc, je pense qu'Angleterre, ils ont des choses à prouver. Ça va être saignant, je pense, celle-là. Et après, il y a nous, France, Italie. Comment tu le sens ? Je pense que on devrait s'en sortir. Maintenant, qu'on soit en grande confiance ou qu'on soit dans des conditions difficiles comme en ce moment, pour nous, les matchs contre l'Italie, c'est toujours compliqué. On arrive très difficilement à faire de grands matchs contre eux. Je sais pas. On est trop proches, c'est nos cousins. On n'a pas envie de les battre et en même temps, on a envie de les battre. Je sais pas ce qui se passe. En général, on n'est pas très bon contre les Italiens. C'est une occasion de se changer d'habitude, de faire un gros match. Et tant pis pour les Italiens, mais il faut qu'ils passent à la moulinette. Mais en fait, c'est marrant parce que tu dis ça. C'est vrai que dans les 6 nations, l'année dernière, je pense que c'était 25-19. Hein, et on n'était pas rassurés parce qu'on a gagné dans les dernières 6 à 8 minutes, je pense, où on avait finalement marqué cet essai pour la gagne. Mais souviens-toi aussi que la dernière fois qu'on les a joués, c'était en Coupe du Monde. C'était le match après qu'on a perdu Dupont. Et tu te souviens, en Namibie. Et en fait, on avait tout peur contre l'Italie. Et finalement, on nous a mis 60 points. Donc, j'espère bien que sans Dupont et sans Ntamak, donc j'espère bien que c'est cette équipe-là de la France qui va arriver. Désolé, mais j'ai envie de voir 60 points ou au moins 50 ou plus contre l'Italie. Qu'est-ce que tu en penses ? Le problème, si tu veux, Thierry, c'est que battre et surbattre les Italiens, c'est aussi mettre en danger le rugby italien. Donc, j'ai envie qu'on les batte, mais j'ai aussi envie que cette équipe fasse des matchs références qui donnent envie à des jeunes Italiens de jouer au rugby, de rentrer dans cette équipe nationale avec la fierté de porter ce maillot. Et c'est quelque chose qui est pas possible quand l'équipe en prend 50 à chaque fois. Donc je suis très partagé, même si évidemment ton cœur d'américain ne peut absolument pas comprendre ce que je dis. Ah bah non. Ça te paraît complètement aberrant. J'ai évidemment envie qu'on les batte, mais j'ai pas envie du tout que les Italiens soient ridicules. Bah écoute, j'aimerais bien qu'ils battent Pays de Galles et Écosse, mais pas nous. Voilà. C'est aussi une solution. Allez, si toi, tu étais le chef, est-ce que tu feras des changements par rapport à cette équipe de France ? Qu'est-ce que tu feras pour cette match contre l'Italie ? Mais là, oui, évidemment, je ferai des changements. Je pense que même si Ficou et Danty ont fait un bien meilleur match que contre l'Irlande, je pense qu'il est temps de changer cette paire parce que je pense qu'ils ont un petit peu atteint des limites à eux deux. Ce sont 2 grands joueurs. On a eu des très très grands moments avec eux. Je pense que ce serait bien d'intégrer notamment Nicolas Deporter ou des joueurs qui brillent dans le championnat de France, qui sont des jeunes et qui doivent venir titiller un petit peu cette équipe au centre. Je pense également que Nolan Le Garec devrait être titulaire parce qu'il a fait 2 bien meilleures rentrées que Maxime Lucu. Après, le boulot du staff, c'est de pas mettre Maxime Lucu au 36e dessous sur le thème « t'as fait 2 matchs, tu perds ta place ». Je pense que c'est très dur à vivre, mais c'est tous des compétiteurs et on n'est pas là pour faire du sentiment. Je pense que Lucu doit pas commencer le prochain match et j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un d'autre au centre.
Pour le reste, c'est une équipe qu'on connaît, et à mon sens, il faut garder Jalibert. Devant, ils ont fait un match tout à fait correct. Si Aldrit est prêt, ce sera super. Sinon, on verra bien qui mettra en numéro 8. Peut-être François Cros. Il a fait une 89 d'enfer qui a fini en essai. Super. Donc il n'a pas peur de jouer numéro 8. Moi, j'aimerais bien le retour de Marchand aussi en 2. Peut-être pour voir si ça change un peu nos touches. Oui, c'est vrai que Julien Marchand était quand même le titulaire du poste avant sa blessure à la Coupe du Monde. Donc là, je pense qu'il est peut-être un peu préservé. Peut-être qu'il s'estime qu'il n'a pas 60 ou 65 minutes dans les pattes au niveau international et qu'il préfère le rentrer comme un finisseur. Peut-être effectivement que le faire rentrer, ce serait pas mal et ça ferait souffler un peu aussi Piato Movaca. Ouais. Et bien sûr, j'aimerais bien voir Tulagi en 5. Ça serait avec un grand plaisir, non, de le voir un peu plus que 10 minutes ou 20 minutes par match. Tu sais, on va le voir pendant pas mal d'années. Donc, laissons-lui le temps de grandir. Le cramons pas trop tôt. C'est un garçon qui a que 19 ans. Je pense que je serais très content qu'il soit titulaire aussi. Mais le faire rentrer en fin de match une demi-heure pour jouer les déménageurs, à mon avis, pour l'instant, c'est une super option. Ouais. D'ailleurs, je reviens sur le chaîne YouTube d'Estin Mêlé, c'est assez mignon. Tu vois Le Garec et Tulagi qui reçoivent leur petit casque là pour le premier cap et tout. C'est très touchant et ils sont très touchants dans la façon qu'ils parlent de l'honneur que c'est pour jouer pour la France et je trouve ça vraiment chouette. Oui, et puis un autre moment super émouvant, c'est la première cape d'Alexandre Oumat, qui est quand même le fils d'Olivier Roumat, qui était un grand joueur de rugby, d'Aqua à l'origine, passé par le Biarritz Olympique également. Je salue d'ailleurs un auditeur d'Aqua qui s'appelle Maxime et qui se reconnaîtra, qui est un fidèle auditeur du Pack de Potes, et Olivier Roumat, qui était un grand joueur de l'équipe de France, au poste de deuxième ligne. Bon sang ne saurait mentir, son fils est maintenant international au poste de troisième ligne et il a même joué un peu deuxième ligne pendant le match, donc petit clin d'œil à la carrière de son papa, j'adore ce genre d'histoire. En plus, le papa, il me semble qu'il gère un hôtel ou un restaurant à Osgore, donc j'ai vu une émission là-dessus. On fera peut-être notre séminaire éditorial 2025 là-bas, Thierry. T'as que des bonnes idées, mon cher Théo. Allez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de revenir la semaine prochaine pour le super interview avec le directeur général de Proval. Oui, et puis n'oubliez pas, comme toujours, de liker, de nous mettre des petits plus, des petits pouces, des petites étoiles, de transférer ce podcast à vos copains si vous l'avez apprécié, de nous écrire, comme l'a fait Casimir le Yeti, dont le surnom a vraiment parlé à quelques-uns de nos écouteurs qui nous ont ramené qu'ils adoraient ce surnom. Donc Casimir le Yeti, bravo. Surtout ne change pas de nom. En fait, finalement, on pensait qu'il était deuxième ligne, mais il disait que finalement, il était pilier, mais il passait en 6, qu'on était un peu plus mince. Donc voilà, c'est mon rêve à moi, tu vois. J'ai jamais réussi à passer en 6, j'étais jamais assez mince pour passer en 6. Enfin, en résumé, il joue devant, quoi. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Dans l'attelage. Bon, écoute, merci d'être là, mon cher Théo, parti de notre attelage ici à Impact de Potes, et à très bientôt. Oui, on embrasse aussi notre Charlie qui est harassé de boulot en ce moment, mais qui va, j'en suis sûr, nous rejoindre bientôt. Charlie, on t'embrasse et n'oublie pas que il y a peut-être un Dre 2 dans l'équipe d'Angleterre, mais toi tu es le Dre 2 blond des terrains français et je pense que tu es sans doute le seul. Et c'est aussi pour ça qu'on t'aime. Allez, bisous, ciao, ciao. Ciao.